Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Dans l'actualité, ce 9 janvier, les députés burkinabés se sont retrouvés pour une session extraordinaire. Jusqu'à la fin de ce mois de janvier, les élus nationaux vont se pencher sur l'examen de 8 projets de loi portant entre autres sur la justice, le terrorisme, mais également les infractions économiques. Mais avant, ils ont sacrifié à la tradition en se présentant les vœux du Nouvel An. Des vœux ont également été formulés par les forces armées nationales ce 9 janvier. En premier plan, une détermination, celle de renforcer la lutte contre le terrorisme. C'est dire combien l'armée a été éprouvée en 2016 et pour cette année qui commence, l'anticipation est le maître mot. 3 jours, c'est la durée du deuil national décrété en Iran après la disparition de l'ex-président Akbar Hachemi Rafsanjani. Depuis son décès des suites de crise cardiaque hier dimanche, les éloges fusent de partout pour saluer la mémoire de celui qui aura été le pilier de la République islamique d'Iran. Le président Rouhani a même affirmé que l'islam a perdu un trésor précieux. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. La santé naturellement, mais aussi du bonheur et de la gentillesse à donner. Très bonne et heureuse année à vous tous. C'est en sa qualité de ministre en charge de la Défense que Roch Marc Christian Kaboré a pris part à la cérémonie de présentation de vœux des Forces armées nationales. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de faire le bilan, mais aussi de présenter le plan pour la réforme de l'armée. Pawan Jean Zongo et Ismaël Diloma Sirima nous font le point de la cérémonie intervenue cet après-midi même à Ouagadougou. Les forces armées nationales promettent de renforcer la lutte contre le terrorisme au cours de cette année. Elles envisagent d'organiser des opérations militaires conjointes avec les pays voisins pour la surveillance de la bande frontalière entre le Mali et le Niger. Je prends l'engagement de tout mettre en œuvre pour accroître les capacités opérationnelles de l'institution militaire en accélérant la mise à sa disposition des moyens supplémentaires de formation, de mobilité, de projection et d'équipements nécessaires à une plus grande réactivité et à une protection maximale des personnels déployés sur le terrain, des populations et de la nation entière. Le secrétaire général du ministère de la Défense a également présenté le bilan des activités menées par son département en 2016. Un bilan qui fait état de 3,7 milliards de francs CFA comme contribution de l'armée aux recettes du budget de l'État. Il a signalé aussi plus de 20 000 patrouilles dans les zones frontalières, ainsi que les diverses contributions à la lutte contre le grand banditisme, la criminalité et les tentatives de déstabilisation du pays. Ce combat de longue haleine n'étant pas uniquement l'apanage des forces de défense et de sécurité, je voudrais en appeler à la collaboration de tous les citoyens. Les populations doivent aider nos forces de défense et de sécurité dans toutes leurs actions et constituer pour elle un soutien d'effectifs de tous les instants. Le président du Faso a salué la contribution des pays alliés et partenaires dans le cadre de la coopération militaire. Il a également demandé une minute de silence en mémoire des soldats tombés pour la patrie. Et le président du Faso a sacrifié à ce qu'il convient de qualifier de tradition. Roch Marc Christian Kaboré a rencontré la diaspora burkinabé vivant au Ghana. Après l'investiture du nouveau président, le chef de l'État s'est donc entretenu avec la communauté et les échanges ont surtout porté sur les conditions de vie des Burkinabés dans leur pays d'accueil. Le point de la rencontre avec Salifou Belem et Draman Guéné de retour d'Accra. Ils sont estimés à plus de 3 millions les Burkinabés vivant au Ghana. Face au président du Faso, la délégation de la communauté burkinabé manifeste ici son attachement à la mère patrie. Ils sont nombreux aujourd'hui à avoir l'identité ghanéenne, mais ils n'ont pas l'identité, le document administratif burkinabé qui fait d'eux un citoyen burkinabé. Et ça fait partie de nos revendications. On espère que avec la nouvelle lancée qu'on a au pays, on trouvera des manières en concert avec notre ambassade ici pour recenser vraiment les Burkinabés résidant au Ghana et les aider à avoir leurs documents administratifs. Sur ce plan, Roch Marc Christian Kaboré va au-delà de la simple question de documents.
Une mission consulaire va s'effectuer dans les jours à venir et mieux, toute la diaspora sera enrôlée pour participer aux élections de 2020. Ça sera un échec pour nous si nous n'arrivons pas en 2020 à faire en sorte que tous les Burkinabés de l'étranger puissent voter. Très bientôt, vous recevrez certainement des missions pour venir recenser, pour venir faire en tout cas des documents qui doivent vous permettre de pouvoir faire et participer donc aux élections. Des éleveurs et agriculteurs burkinabés au Ghana sont aussi victimes de tracasseries de tout genre. Ils sont pratiquement dépossédés de tous leurs biens, chassés de tous les territoires sur lesquels ils s'installent, et même lors de la transhumance, il y a quelques prélèvements de bétail qui nous posent beaucoup de problèmes. Et le ministre Alpha Bari qui est ici et le ministre des Transports doivent se rendre très bientôt ici pour que cette question puisse être résolue avec les autorités du Ghana. Et c'est parce qu'avec les élections que nous avons différé la mission. Mais la mission va se faire et nous allons trouver une solution définitive à cette question-là. Au Ghana, les Burkinabés évoluent dans divers domaines de commerce et d'affaires. Et l'occasion est belle pour plaider pour leur intégration. Les Burkinabés, la plupart qui sont ici, ne sont pas officiellement installés, connus par les lois du pays. Beaucoup travaillent en souterrain et c'est à ce niveau qu'il y a beaucoup de désordre. Nous allons effectivement parler avec les nouvelles autorités du Ghana pour voir dans quelle mesure, comme vous l'avez dit, les cartes d'identité pour les étrangers peuvent être dispensées pour les pays membres de la CEDEAO. D'autant plus que nous avons une carte d'identité de la CEDEAO que nous sommes en train de développer qui doit permettre à tout le monde de circuler dans la sous-région sans problème. Pour finir, Roch-Marc Christian Kaboré promet d'assurer une aventure paisible à la diaspora, mais celle-ci doit savoir investir au pays et se conformer à la législation du pays d'accueil. Plusieurs projets de loi allant du pôle judiciaire au terrorisme en passant par la répression des infractions. Voici autant de projets donc, de loi qui seront examinés par les élus nationaux et ce jusqu'à la fin de ce mois de janvier. Et sur la cérémonie de la rentrée parlementaire intervenue ce jour même, le commentaire de Nongba Kouda et Sanoua Christine Koulibaly. À l'ordre du jour de cette session extraordinaire, la première de l'année 2017, 8 projets de loi. Au nombre de ces projets de loi, 2 portant création, organisation et fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la lutte contre les infractions économiques et financières, mais aussi contre le terrorisme. La nature de ces projets de loi commande l'urgence de cette session extraordinaire. Quand vous considérez le contexte national et sous-régional, ces projets de texte me paraissent importants parce qu'il faut donner naturellement des moyens à la justice pour pouvoir être diligent dans la lutte contre le terrorisme. Ensuite, je pense aussi qu'il y a un projet de texte qui me paraît important, c'est sur la stratégie concernant l'électrification. Parce que vous savez que nous avons des problèmes de production, de distribution d'électricité. Et sur ce point aussi, le gouvernement a attendu au cours de cette session extraordinaire pour ne pas attendre mars 2017. Ça nous fait déjà du temps qu'on peut gagner maintenant. C'est des projets de loi qui étaient prévus passer à la session ordinaire. Mais la session ordinaire n'a pas pu les examiner parce que le gouvernement devait se déplacer pour la recherche des fonds. Alors la conférence des bailleurs de fonds qui s'est tenue à Paris. Et c'est ce qui a amené ce décalage. Quant au projet de loi sur les libertés religieuses, il est différé au mois de mars au regard de la polémique créée autour de ce projet de loi. Nous avons à cœur de construire un Burkina de coexistence pacifique et qu'à aucun moment un projet de loi ne va remettre en cause cette inquiétude-là. Il est aussi, et c'est important à dire, que les religions doivent se pratiquer dans le respect de textes de loi existants, tant au niveau donc des libertés individuelles que de la pratique au niveau collectif. Ce report devrait permettre de reprendre les concertations avec les différentes communautés religieuses pour une loi plus consensuelle. Et puis ce communiqué apporté à votre connaissance émanant du gouvernement, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure a eu une rencontre avec une délégation de la Fédération des associations islamiques du Burkina.
et portant sur le communiqué paru dans plusieurs médias et relatif à certaines dispositions du projet de loi portant liberté religieuse au Burkina Faso. Il a informé la fédération que le gouvernement a demandé dès la conférence des présidents de l'Assemblée nationale le retrait du dit projet de loi de l'ordre du jour de la session extraordinaire afin d'approfondir les concertations avec tous les acteurs concernés conduisant à un projet de loi consensuel gage de paix et de stabilité sociale. Et nous restons à l'hémicycle où une mission de l'Assemblée nationale française est en visite. Elle compte se rendre sur le terrain pour mieux axer son aide au développement. Mais avant, elle s'est entretenue avec le président Salif Diallo. Ce qui s'est dit lors de la rencontre est consigné dans ce compte-rendu d'audience signé de Konsoun Koulibaly et Yolande Lompo. La France veut revoir sa stratégie en matière d'aide au développement pour être plus efficace. Au Burkina Faso, il s'agira de faire avec les autorités et les acteurs locaux le point sur la manière dont l'intervention française est mise en œuvre. Et avant d'aller sur le terrain pour recueillir un certain nombre d'avis ou de propositions devant permettre à leur pays de revoir sa politique, une mission parlementaire de l'Assemblée nationale française était chez le président de l'Assemblée nationale. Il y a plutôt des perspectives nouvelles. Maintenant, la question, c'est de savoir comment cibler sur des priorités et puis comment peut-être mieux articuler l'intervention. C'est l'objet principal de la mission, l'intervention dans le cadre multilatéral avec les interventions onusiennes et des grandes organisations internationales, l'intervention européenne, qui existe déjà, qui est déjà coordonnée. La francophonie, nous avons évoqué beaucoup la question de la francophonie tout à l'heure avec le président. Et puis les ONG qui sont très nombreuses à intervenir avec cette relation directe avec les collectivités locales. Nous allons essayer d'examiner les raisons relatives des engagements des entreprises françaises au Burkina, mais surtout proposer des solutions nouvelles pour accompagner l'investissement privé dans votre pays. En février prochain, ces parlementaires qui réfléchissent depuis quelques mois sur la question déposeront leur rapport. Visite cet après-midi d'une délégation béninoise à la primature. Il s'agit des membres du patronat venus parler partenariat avec Paul Kabatieba. Le partenariat public-privé, vous vous en doutez, on nourrit les échanges entre les hommes d'affaires et le chef du gouvernement. C'est ce que nous rapportent Moussa Ouedraogo et Vincent Kiendrebeogo. Poignée de main entre le président du patronat béninois et le premier ministre Paul Kabatieba. À la tête d'une délégation d'hommes d'affaires de son pays, Sébastien Ajavon dit rendre une visite de courtoisie au chef du gouvernement burkinabé. Bien plus, les deux parties ont parlé affaires. Je suis venu pour une visite de courtoisie et en même temps pour redynamiser le partenariat public-privé entre le Burkina Faso et le Bénin. Nous sommes des pays voisins, nous sommes des frères inséparables, donc nous sommes tenus de voir quelles sont les potentialités de chaque pays et profiter pour mettre ce partenariat dans une durée et concevoir les choses de manière à ce que nous ne voyons pas trop loin ce que nous pouvons avoir à côté. Entre le Bénin et le Burkina, des opportunités d'affaires se présentent de part et d'autre, selon le chef de la délégation. Et cette visite sonne comme une prospection pour d'éventuels partenariats public-privé entre les deux pays. Des échos du tribunal militaire où se poursuivent les auditions des militaires et civils inculpés pour détention d'armes de guerre dans l'affaire de l'attaque de la Maka. Ils étaient 7 ce lundi à comparaître devant la cour. C'est un procès qui est loin d'avoir livré ses secrets, nous disent Adama Guiti et Zoubaviel David Dabiri. 6 militaires de l'ex-RSP et Gilbert Guira, chauffeur de tricycle de son état, comparaissent depuis ce matin devant le tribunal militaire. Les griefs contre le jeune homme de 36 ans sont détention illégale et transport d'armes de guerre et de munitions. Des faits qu'il recuse en bloc, prétextant avoir pris le contenu des sacs qu'il transportait pour des racines d'arbres. Une déclaration qui tranche selon l'accusation avec ses aveux lors de l'enquête préliminaire. Pour la défense, ces réponses montrent à souhait les pressions et autres menaces que les accusés ont subies lors des interrogatoires.
Et pour corroborer ces propos, Maître Larousse Yen en veut pour preuve l'attitude de certains acteurs judiciaires. En effet, des greffiers et gendarmes auraient proféré injures et menaces à l'endroit des détenus. Pour la suite du procès, l'avocat espère un climat plus serein pour une manifestation de la vérité. Un témoin militaire cité n'a pu comparaître à ce procès car en mission hors des frontières burkinabées. 3 accusés, Don Madi Ouedraogo et un marabout, sont attendus demain à la barre. Direction Bobo Dioulasso à présent, le président de la Chambre de commerce y effectue une visite pour, dit-il, réaffirmer son engagement à la relance économique de la région des Hauts-Bassins. C'était ce jour lundi 9 janvier et il n'y a pas eu de langue de bois entre Kadhafi et les acteurs du monde des affaires de la capitale économique. Les détails avec nos correspondants dans les Hauts-Bassins, Manekayen et Amadou Lougué. Il est arrivé à Bobo Dioulasso à la tête d'une forte délégation constituée essentiellement des membres du bureau national de la Chambre consulaire du Burkina Faso. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Mahamadi Sawadogo Di Kadhafi, est venu constater l'effectivité de la prise de fonction du bureau régional et lui prodiguer aussi des conseils pour la réussite de son mandat. Et sa présence ici est un signal fort pour montrer l'unicité de notre institution et montrer donc la place qu'occupent les Hauts-Bassins dans son programme, notamment la réalisation des infrastructures d'appui à l'économie, mais également il a évoqué tout l'appui institutionnel qu'il faut apporter pour l'assistance à la promotion du commerce, de l'industrie et des services. 2 semaines après la formation de l'équipe dirigeante du bureau régional de la Chambre consulaire des Hauts-Bassins, tous les acteurs économiques sont unanimes qu'il faut déjà fédérer les énergies, condition indispensable pour booster l'économie de cette partie du Burkina Faso. Le bureau national est parfaitement impliqué pour la réalisation donc, de ces projets-là. Et je peux dire que c'est des projets qui sont déjà très avancés et donc bientôt nous aurons donc le démarrage effectif donc, de ces projets. Le nouveau bureau régional de la Chambre de commerce fonde surtout son espoir sur des projets phares comme l'extension et la revalorisation du port sec de Bobo Dioulasso. Restons encore dans la ville de Sia pour évoquer ce tragique accident de la circulation survenu ce lundi. Un camion a terminé sa course dans un lieu public. Dans sa course folle, le conducteur a fauché la vie de 3 personnes et blessé 2 autres. Selon des témoignages recueillis sur place, le système de freinage du camion serait à l'origine de ce énième drame. Constat de Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Amadou Lougué. 3 morts, dont un enfant de 2 ans, 2 blessés évacués à l'hôpital. C'est le triste bilan d'un accident de circulation survenu sur l'axe Ouagadougou-Bobo Dioulasso au secteur 24. Le véhicule il est arrivé, Dame a dit qu'il va payer manger, nourriture pour les petits. J'ai dit, il n'y a pas de problème, il faut aller payer. Ça fait presque 5 minutes que je vois le bel là. À ce temps-là, il fait la serre. Il n'est pas pu pour arrêter. Maintenant, comment il va faire? Il a invité pour rentrer ici. À ce temps, les gens sont trop nombreux. Il y a les autres qui sont filles rentrés sur la cour là. Dame là, lui il a prêt à arrêter pour prendre les nourritures là. Vous voyez? Donc il a coincé les petits là, les déchirés. Et là même, tout ça là, c'est accrété. Maintenant, le monsieur là, plus il est venu pour payer manger. Voilà, vous voyez non? Ça passe à 12h15. Le chauffeur du camion Ben en provenance de Ouagadougou a pris la clé des champs après son forfait. Mais une enquête est déjà ouverte pour retrouver le fautif. Vu l'état du véhicule que nous avons vu, nous croyons que c'est une défaillance de freinage qui a dû causer cela. Il y a une enquête qui est ouverte et nous sommes certains que le chauffeur sera retrouvé et remis aux autorités judiciaires pour la suite. Le respect du code de la route et les visites techniques peuvent éviter ce genre de drame. La prudence est beaucoup recommandée aux usagers de la route.
Dans la région du Sahel, les femmes sont intéressées à la Constitution en cours de révision, convoquée par les membres du réseau national des organisations féminines pour la relecture de la Constitution. L'agente féminine de cette partie du Burkina a soulevé ses préoccupations qu'elle voudrait voir prendre en compte. Les précisions avec notre antenne dans le Sahel, Ibrahim Kagone et Bernard Diasso. Le réseau national des organisations féminines rejoint les femmes à la base, c'est-à-dire dans leur région. Et c'est là pour leur présenter un plaidoyer et mieux consulter les femmes sur leurs préoccupations. La démarche s'inscrit dans le cadre de la révision de notre Constitution. Aussi, nous voulons cette fois-ci parler un même langage. Il ne faudrait pas que les commissaires, quand ils viendront pour ces assises régionales, ils viennent se rendre compte que sur des questions qui ont été abordées dans cette commission, il n'y a pas de consensus entre nous les femmes. Nous sommes dit, il faut sortir, il faut communiquer, il faut sensibiliser, il faut faire un plaidoyer au niveau des décideurs et des leaders d'opinion. À la rencontre, les préoccupations des femmes ont porté essentiellement sur 3 points. Les femmes veulent que la Constitution revienne de façon plus claire et précise sur l'aspect du genre. Parlant d'égalité homme-femme, la femme doit être traitée sur le même pied que l'homme et même dans le partage des ressources. En dernier point, l'aspect de la parité. Nous allons nous battre vraiment pour occuper ces places-là qui sont à nous. Quand on parle de parité, c'est un partage égal dorénavant qu'on va faire. Donc on aura notre part. On va diviser le gâteau en deux, les femmes 50% et les hommes 50%. Le réseau national des organisations féminines compte rencontrer les femmes de 8 régions du pays afin de faire un large plaidoyer auprès des membres de la commission constitutionnelle lors de la présentation de l'avant-projet de constitution aux assises régionales prévues à cet effet. Ce réseau national bénéficie de l'accompagnement du Fonds canadien d'initiative locale. Dans l'actualité africaine, ce 9 janvier marque 1000 jours de captivité pour les lycéennes de Chibok. Dimanche, le président du Nigeria se voulait confiant quant à la libération des 195 lycéennes toujours détenues par le groupe terroriste Boko Haram depuis bientôt 3 ans. La colère du collectif nigérian Bring Back Our Girls, 1000 jours après l'enlèvement de plus de 200 lycéennes par Boko Haram. À Abuja, les militantes accusent le président Buhari de ne pas faire le nécessaire pour la libération de ces jeunes filles, libération qui était la priorité du chef de l'État lors de son élection. La réponse de l'administration Buhari à la question des jeunes filles de Chibok est à l'image du reste de sa politique, que ce soit pour l'insécurité, les conditions des réfugiés intérieurs, l'armée, la corruption et sa piteuse gouvernance, indigne Aïcha Yessoufou, l'une des responsables du collectif. 276 lycéennes ont été enlevées en avril 2014 par les islamistes de Boko Haram. Leur chef affirme qu'elles sont traitées en esclaves, vendues ou mariées de force. Depuis, seule une 50aine d'entre elles se sont échappées et une 20aine d'autres ont été libérées. Et puis, sachez que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a été réélu à son poste ce jour lundi. Candidat à sa propre succession, l'ex-chef de la rébellion ivoirienne, dont le ralliement au camp Ouattara pendant la crise post-électorale de 2010 avait été décisif dans la victoire contre Laurent Gbagbo, a bénéficié de la confiance des députés. 230 d'entre eux ont voté pour lui, ce qui représente 95,5% des voix. Une élection qui intervient après 2 jours de mutinerie sur fond de revendications corporatistes. À l'âge de 82 ans, il a tiré sa révérence dimanche dernier des suites d'une crise cardiaque. Akbar Hachemi Rafsanjani, l'ancien président de la République d'Iran, est sans conteste le pilier de la République islamique et considéré comme le cheikh de la modération. Ces obsèques auront lieu mardi à Téhéran et d'ores et déjà, le pays observe 3 jours de deuil national. 3 jours de deuil national en Iran pour l'un des piliers de la révolution islamique. Une veillée a été organisée hier à la mosquée de l'imam Khomeini pour l'ancien président Hachemi Rafsanjani, mort le jour même d'un infarctus à l'hôpital de Téhéran. Des milliers de personnes lui ont rendu hommage, dont le chef de la diplomatie iranienne, Javad Zarif.
Nous avons perdu l'un des piliers de la révolution, un ami de l'imam Khomeini, un ami du leader, dit-il. Tous les gens de la Révolution, tous les conservateurs et les modérés sont venus une fois de plus dans la mosquée de l'imam Khomeini et ils se sont rassemblés pour montrer que Hachemi était le centre de l'unification de ce pays, estime cette femme. Dans les années qui ont suivi la Révolution, il n'y a pas eu un seul événement sans que Hachemi Rafsanjani ne joue un rôle décisif, estime l'ancien commandant des gardiens de la Révolution. Il a toujours été une référence et un refuge. Considéré comme le bras droit de l'ayatollah Khomeini, Rafsanjani a joué un rôle clé dans la révolution islamique de 79 et dans l'élection d'Ali Khamenei près de 10 ans plus tard. Il a dirigé le pays de 89 à 97. Durant la campagne électorale de 2009, il s'est rangé du côté des réformistes, ce qui lui a valu des critiques de l'actuel chef spirituel. Le dernier chapitre de la vie d'Hachemi Rafsanjani, l'un des architectes politiques de la République islamique, vient de se clore, conclut notre correspondant. Demain aura lieu devant l'université de Téhéran une cérémonie d'adieu. À quelques jours de son arrivée à la Maison-Blanche, un membre de l'équipe de Donald Trump laisse penser que ce dernier reconnaît que la Russie a dirigé des actions de piratage contre le Parti démocrate. Il s'agit du futur secrétaire général de la Maison-Blanche qui déclare que le président élu ne nie pas la participation d'entités en Russie pour ce cas particulier. Donald Trump admet enfin que Moscou a pu prendre part au piratage informatique qui ont ciblé le Parti démocrate, mais nie que cela ait pu avoir un quelconque impact sur le résultat des élections. Donald Trump pourrait prendre des mesures de rétorsion, affirme son nouveau chef d'état-major, des mesures que le sénateur républicain de Caroline du Sud réclame. Rappelez-vous quand on a posé la question à Trump, il a juste dit « allons de l'avant ». Moi je lui réponds « nos vies sont construites autour de l'idée que nous sommes des gens libres, que nous allons voter, que nous avons des batailles politiques en dehors de toute ingérence étrangère ». Vous ne pouvez pas vivre en démocratie quand une entité étrangère essaye de compromettre le processus électoral. Selon les sympathisants de Trump, la réaction de Barack Obama au piratage était surtout destinée à décrédibiliser la victoire de Trump. Une des raisons pour laquelle j'ai commandé ce rapport, a expliqué le président Obama, ce n'était pas seulement de savoir ce qui s'est passé au cours des derniers mois, mais plutôt de faire en sorte que nous comprenions que c'est quelque chose que Poutine pratique depuis un bon moment en Europe. Dans les anciens États satellites où il y a beaucoup de russophones, mais aussi de plus en plus dans les démocraties occidentales. À l'heure où plusieurs pays d'Europe préparent des élections en 2017, présidentielles en France, législatives en Allemagne, Barack Obama a appelé à la vigilance. La revue de la presse à présent et les quotidiens du jour reviennent en grande majorité sur la reprise du procès des ex-RSP. La lecture croisée des journaux de la place avec Abdoul Rasmaneh Zongo. Le feuilleton judiciaire des ex-RSP a repris et les accusés parlent, clament le pays. Ils livrent leur version dont le dénominateur commun est la négation des charges retenues à leur encontre, au nombre desquelles association de malfaiteurs et détention illégale d'armes à feu et de munitions. À peu près dans la même veine, Notre Temps rapporte spécifiquement que tous les inculpés ont rejeté le chef d'accusation lié à l'association de malfaiteurs. Par contre, certains d'entre eux ont plaidé coupables pour ce qui leur est reproché quant à la détention d'armes et de munitions de guerre. L'Obs explicite davantage, je cite, « Selon les accusés, affirme notre confrère, il s'agissait d'une réunion pour gérer la question du matériel personnel que chacun a perdu au camp Nabakom II. L'attaque de la Maka est un point que le caporal Madi Ouedraogo a ajouté à l'ordre du jour. » Fin de citation. Sidoya, pour sa part, fait un petit coup de projecteur sur Madi, dont l'un des accusés qualifie, je cite, de tringlo et non de fantassin. Explication de l'inculpé Alexis Mamboné. Je cite, « Un caporal ne peut pas mener à bien cette opération qui nécessite un combat. C'est impossible, insiste-t-il. Madi n'est pas un fantassin, c'est un tringlo dont la spécialité est la conduite et non le combat. »
Le prochain épisode nous situera davantage affaire à suivre. Et puis ce communiqué avant de refermer cette édition, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure a eu une rencontre avec une délégation de la Fédération des associations islamiques du Burkina portant sur le communiqué paru dans plusieurs médias et relatif à certaines dispositions du projet de loi portant liberté religieuse au Burkina Faso. Il a informé la Fédération que le gouvernement a demandé, dès la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, le retrait du dit projet de loi de l'ordre du jour de la session extraordinaire afin d'approfondir les concertations avec tous les acteurs concernés conduisant à un projet de loi consensuel gage de paix et de stabilité. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.